Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, comme tous les 4 ans, a assisté avec un mélange d'effarement et d'abattement à la petite ronde habituelle que nous livre la société internet à chaque élection présidentielle américaine lorsqu'elle se rend compte que oui, Clint Eastwood est républicain. Alors notez-le sur un post-it, ça vous fera une indignation de moins pour la prochaine fois et ça nous permettra peut-être de nous concentrer non pas sur ce qu'il pense, mais sur ce qu'il fait, ce bon vieux Clint, à savoir du cinéma. La preuve avec son tout dernier film en date, Sully, qu'on va évoquer avec le charmant personnel de bord réuni autour de cette table. Stéphane Moïsakis, bonjour Stéphane. Salut Thomas. Rafik Djoumi, salut Rafik. Ouf, d'accord, David Honora, bonjour Daphine. Salut Thomas. Et Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour Thomas. Sans oublier le public évidemment réuni ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 61 et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Sully, c'est comme on dit adapté de faits réels. Ça nous raconte les coulisses d'une histoire dont on ne connaît pour la plupart que l'aspect positif, à savoir le geste héroïque du capitaine Chelsea Sullenberg, alias Sully, alias Tom Hanks, dans le film, pilote de ligne qui en 2009, alors qu'un vol d'oiseau vient de bousiller les moteurs de l'Airbus A320 qu'il pilote au départ de New York, décide de poser l'engin sur l'Hudson River, juste à côté de Manhattan. L'image a fait le tour du monde et si cette décision a permis de sauver les 155 personnes à bord, ce qu'on sait moins, c'est que les autorités ont tenté d'accuser Sullenberg, un poil traumatisé par l'aventure, d'erreur de pilotage, affirmant qu'il aurait très bien pu poser l'avion sans danger dans un aéroport du coin. Un bras de fer commence alors entre le pilote, son équipe et le ministère des Transports. Brace, brace, brace! Heads down, stay down! There were 155 people on that plane. Brace, brace, brace! You were one of them. Stay down! Over 40 years in the air, but in the end I'm going to be judged on 208 seconds. I need a count, passengers and crew. Is anyone still here? Nos 4 amis autour de la table ont vu Sully, mais qu'en ont-ils pensé? Stéphane. C'est très bien. Ah, merci Stéphane. Voilà. Non, on a tendance à considérer que c'est un film mineur. Moi, je suis pas tout à fait sûr que ce soit un film mineur chez Clint Eastwood. Qui a tendance à considérer que c'est un film mineur? Je sais pas. Tu sais, ça arrive après American Sniper, qui est quand même son plus gros succès. Oui. C'est un sujet relativement simple, plus petit. Je sais pas si on pourrait dire fédérateur, mais en tout cas sur lequel l'héroïsme avéré du personnage principal n'est pas vraiment à remettre en question en fait pour la plupart des gens qui ont pu vivre l'événement comme on a pu le faire en 2009 quand c'est arrivé, qu'on a tous vu ça sur internet, à la télé, ce genre de choses. Moi j'ai tendance à penser, je pense que c'est comme beaucoup de films chez Eastwood en fait, je pense qu'il a plusieurs projets en route et puis celui-là s'est mis à ce moment-là, donc le fait qu'il arrive juste après American Sniper, c'est probablement Enfin, ça s'est fait comme ça s'est pas fait par dessin. C'est plus du hasard que voilà, c'est pas fait par dessin. Ça, ouais. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, pour un film de Clint Eastwood, c'est que dans l'écriture scénaristique, c'est un film qui a tendance à multiplier les points de vue, parce que comme c'est une histoire finalement assez simple, mais qui se déroule sur très très peu de temps, la question en fait c'est tout le monde considère qu'il a réussi à poser l'avion, il a sauvé les 155 personnes, ce qui est comment dire incroyable dans le sens où vu les conditions, les conditions et vu en général qu'un amérissage ça se passe pas comme ça, en fait on perd des gens, on perd des voyageurs. Le truc c'est que c'est une évidence et en fait il y a juste les assurances en fait qui remettent en question ce qu'il aurait pu faire d'autre pour éviter cet atterrissage forcé, cet amérissage forcé. Donc comme les enjeux sont assez finalement simples et ils ne concernent que le personnage de Sully à proprement parler et ce qu'il traverse, le film à l'écriture multiplie un peu les points de vue et le truc qui est intéressant c'est que Clint Eastwood a tendance à ramener ça à ce qu'il a toujours fait en fait dans son cinéma, hein. Ça fait peut-être je sais plus combien de film, 25e film, quelque chose comme ça. Au moins. Voilà, et il a toujours eu tendance à ramener même les films les plus entre guillemets novateurs, c'est-à-dire comme par exemple à l'époque Impitoyable, il y a une formule classique dedans, mais le film était complètement nouveau dans le cadre du western parce qu'il remettait totalement en question cette époque-là, quoi, et sous un autre cadre. Il a toujours ramené ça il a toujours détroussé ces choses-là pour en faire le film le plus simple possible, le plus clair possible, le plus évident possible. Là, c'est encore un peu la même chose. Et voilà, donc il y a quelque chose de, moi je trouve, de un peu capraesque en fait là-dedans, dans cette notion de l'homme simple en fait qui se bat un peu contre la bureaucratie, contre les gens qui
qui remettent en question son travail. Et là-dessus, voilà, je pense que c'est beaucoup plus fédérateur que n'a pu l'être American Sniper à l'époque, même si, bon, personnellement, moi, je pense que la fin d'American Sniper, a tendance à chercher à fédérer justement les deux bords, ce qui est un peu quelque chose qui n'a pas vraiment été dit à l'époque de la sortie du film, puisque c'est l'inverse qui s'est passé. La plupart des gens en tout cas aux États-Unis, se sont écharpés sur le sujet du film. C'était un peu le clivage démocrate-républicain qui était mis en place. Et comme tu l'as précisé, Clint Eastwood est républicain, ça pose un problème. Oui, mais il est républicain de manière assez compliquée en plus. C'est-à-dire qu'il est républicain sans vraiment l'être. Enfin, c'est un personnage complexe. Voilà. Et le truc, c'est que, comme nous tous, n'est-ce pas ? Oui, Stéphane. Voilà. Donc c'est un film qui est assez intéressant, encore une fois assez simple, assez rapide. C'est son film le plus court. Ça dure 1h30. Moi je trouve ça très efficace, comme la plupart. Moi, je suis un gros fan de Clint Eastwood, donc comme la plupart des films de Clint Eastwood. Pour moi, il faut vraiment qu'il rate son coup. Il faut que ça s'appelle Jugé coupable ou peut-être une grosse partie de comment ça s'appelle. Ouais, moi j'aurais dit plutôt le film, où il y a des très belles scènes dedans, il y a des trucs formidables, mais il y a des moments un peu embarrassants, surtout pour nous autres Français, c'est bien le mot. pour nous autres Français sur les passages en France, quoi. Mais à part ce genre de choses-là, oui, c'est comment dire, c'est de la belle ouvrage carré, ça fait plaisir à voir. C'est très bien dit, Julien. Oui, je suis d'accord avec Stéphane. Super, ça va être l'émission la plus courte de notre histoire. En fait, oui, c'est ce qui est super louable en fait dans Sully, c'est que c'est un film compliqué qui ne se sent pas, ça se voit pas en fait. Le travail ne se sent pas. Et il y a peut-être un seul truc que tu n'as pas évoqué, Steph, c'est qu'il y a tout un truc sur le rapport aux médias et à la médiatisation de l'événement. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que nous, en tant que public, on a abordé évidemment cette histoire incroyable par les médias. Puis je pense que le fait que ce soit un événement très récent, en plus, on l'a tous en fait en mémoire, ce qui s'est passé, comment ça a été couvert. Et c'est intéressant de voir ça par le point de vue du principal intéressé, donc de Sully. Et il construit cet effet miroir en morcelant totalement la narration. Et du coup, je trouve que la structure narrative est super compliquée en fait. C'est-à-dire qu'il entremêle plein de choses. Il y a des flashbacks, mais très morcelés. Il y a les fantasmes de Sully qui a l'impression de revivre l'expérience, mais de façon dramatique. Je ne vais pas en dire peut-être plus là-dessus. Et tout ça pour ramener finalement l'humain au milieu de cet exploit. Et je trouve que ça fonctionne super bien. Moi, j'ai hâte de le revoir, en fait. J'ai hâte de démanteler un petit peu tous les mécanismes du film qui sont assez compliqués. Il faut aussi signaler que c'est un film, vu son âge et son passif et tout, il inaugure quand même des nouvelles caméras IMAX sur ce film. C'est quand même digne de louange. Voilà. Rafik. Oui, je pense que c'est difficile pour moi en tout cas, de pas tracer le trait politique. Tu as commencé l'émission en rappelant que Eastwood est républicain. Le projet a commencé en 2015 pour un événement qui s'était déroulé en 2009 et sorti en septembre 2016 aux États-Unis, et donc en pleine campagne américaine, pleine campagne présidentielle. Et immanquablement, il y a des choses qui sont réveillées par le film, dont le projet originel est de dépeindre un moment, d'osmose, de la façon avec laquelle une partie de la population de New York s'est tout d'un coup regroupée, ressoudée pour sauver toutes ces vies, comment les passagers se sont bien comportés les uns avec les autres, etc. Tout le monde a fait son job, et bien fait son job, et tout d'un coup on voit que ça fonctionne. Il y a une métaphore politique évidente qui se cache là derrière. Le combat, la façon avec laquelle cet ouvrier, parce que dans le film, les personnages sont vraiment présentés comme des travailleurs. Et d'ailleurs, le seul moment où il se félicite, lui et Aaron Eckhart, je ne sais plus quel est le nom du personnage du copilote. Qui est son copilote, voilà. Le seul moment où ils se félicitent tous les deux de l'exploit incroyable qu'ils ont fait, c'est de dire « we did our job ». Le film insiste aussi pas mal sur la dichotomie entre les médias et le bas peuple. On le voit la nuit aller dans un bar, le barman le reconnaît, les gens dans le bar le reconnaissent. Et c'est vraiment le contact avec les travailleurs, tous ces gens qui font vivre la ville. Moi, j'avais pas vu d'ouvriers à New York au cinéma depuis l'ouverture du World Trade Center d'Oliver Stone, et qui était à mon sens déjà une ouverture politisée, parce que ces ouvriers ils ont disparu du cinéma hollywoodien traditionnel, et je pense qu'il y a quand même
quelque chose de politique dans la façon avec laquelle Eastwood met ça en scène, sans compter bien sûr la polémique que le film a pu faire naître dans sa façon de décrire le ministère du Transport, enfin Le bureau des transports, voilà. où ça a été vu comme une attaque vis-à-vis du gouvernement américain, de qualifier le gouvernement américain d'incompétent. En gros, c'est les travailleurs américains contre un gouvernement incompétent. Pour résumer, hein. Je pense que d'ailleurs c'est le point le plus faible du film à mon sens, c'est d'avoir voulu créer un antagonisme dramaturgique dans la relation entre ces deux pilotes et cette administration, cette bureaucratie, et du coup de faire de ces bureaucrates, d'essayer d'en faire des méchants, alors que concrètement dans le film ils ne font rien de vraiment qui sortent de l'ordinaire de leur travail en fait. Hein. Eux aussi sont en train de faire leur boulot. Il les rattrape à la fin en plus. Oui, bien sûr, mais quand même, on peut l'excuser parce qu'effectivement il cherche à créer une dramaturgie, mais dans le fond, oui, cette accusation qu'a eu à subir le film. Parce que Eastwood a quand même une tendance, effectivement il est républicain mais plutôt libertarien quelque part, donc voilà, le gouvernement fédéral n'est pas son pote, et cette façon de mettre en scène donc le peuple d'ouvriers par rapport à cette bureaucratie, c'est immanquablement, on peut pas ne pas songer à ça quand on est dans une campagne présidentielle qui en l'occurrence était vraiment la haute sphère des villes contre le bas peuple qui n'a pas la parole. Donc nous, on a découvert le film après la fin de l'élection et l'espèce de chamboulement que ça a créé dans les médias du genre mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah oui, il y a un pays entre New York et Los Angeles. Voilà ce qui s'est passé. Et c'est difficile de pas voir le film sous ce prisme-là. Moi, c'est marrant parce que j'ai constaté que, en fait, le camp démocrate et le camp républicain, ils ont chacun leur grand conducteur. Enfin, ils ont chacun leur John Ford en ce moment, et que les films de ces deux camps se répondent, puisque Spielberg et Eastwood ont chacun fait des films sur des sujets similaires à peu de temps d'intervalle. Il y avait eu La guerre des mondes et Mémoire de nos pères, qui sont à peu près sortis à une certaine période. En plus, le Mémoire de nos pères a été produit par Spielberg. Et les thématiques profondes de ces films, qui est où va le pays, elles étaient clairement identifiées. Ensuite, Spielberg a fait Lincoln quand Eastwood faisait Invictus. Ah non, Invictus, oui. Voilà. Il y a quand même 3-4 ans d'écart entre les deux films. Oui, mais je veux dire par là, c'est quand même des films qui se répondent dans les thématiques. Et là, l'année dernière, on a eu droit au Pont des Espions, et avec Tom Hanks. Avec Tom Hanks aussi. Voilà. Et les problématiques qui sont soulevées par ces films me semblent à chaque fois être les visions concordantes, c'est-à-dire la vision démocrate et la vision républicaine sur quelque part un même problème qui touche au pays en fait. Parce que là, je pense que vraiment ce que Eastwood met en scène dans ce lit, c'est le visage de ce pays silencieux, en fait. L'événement s'est produit en 2009, c'est-à-dire au lendemain de la crise de 2008, où plus que jamais l'Amérique avait vraiment la sensation de presque ne plus exister en tant qu'État. Enfin, c'est une période de crise, tout est en train de s'effondrer, et ça a été un événement marquant, et le personnage de ce pilote a été porté en héros aussi parce qu'il a permis à tous ces gens-là de se retrouver ensemble dans l'action qu'ils ont menée. Et du coup, il y a une dédramatisation de la scène qu'on attend tous, qui est celle de l'amérissage, qui est intéressante parce que les moments les plus dramatiques et les plus mis en scène du film sont généralement des moments de confrontation entre la bureaucratie et les pilotes. C'est vraiment là où il y a le plus de suspense, etc. Tandis que tout ce qui tourne autour de l'amérissage est presque, je dirais pas clinique, mais comme tout le monde est professionnel, chacun fait bien son boulot. C'est zen. Voilà, c'est presque zen. Ces gens, vraiment, on voit des gens qui sont en train de bosser. Et c'est intéressant de ne pas avoir aussi cédé à la tentation spectaculaire dans ces séquences-là. La tentation spectaculaire. David, il n'a pas parlé depuis le début de l'émission. Enfin, laissez-le parler, David. Non, sur le spectaculaire, là, ça rejoint ce qu'était en train de dire Rafik, c'est qu'il y a une chose que fait le film et qu'avait déjà fait la réalité, c'est exorciser le 11 septembre. Et le film le montre dès la séquence d'ouverture où Sully, en fait, fait une sorte de cauchemar d'imaginer ce qui aurait pu se passer s'il n'avait pas sauvé tout le monde, et il imagine l'avion percuter une tour.
Et ça le fait d'exorciser le 11 septembre, c'est pas ce que fait le film, c'est ce qu'avait déjà fait la réalité pour les gens, de dire ah, c'est incroyable, qu'un avion à New York. D'ailleurs, il y a une réplique du film qui insiste peut-être un peu lourdement sur ce point, mais ça soulage tout le monde. Et en plus la réussite totale de tous les services, les pompiers, la police de New York, c'est vraiment pour le coup la réussite de l'Amérique. Il y a un autre truc intéressant, c'est on parlait un peu de la filmographie de Clint Eastwood mise en perspective, et je trouve que c'est un sujet qui, enfin en tout cas, qui pose de plus en plus de questions avec le fait qu'il vieillit aussi. Qu'est-ce qui maintient son identité d'auteur, notamment quand on regarde ses collaborateurs. Donc il est resté en tout cas fidèle à son monteur et son chef-op depuis je dirais une vingtaine d'années. En revanche, il change à chaque film quasiment tout le temps de scénariste. Il a des scénaristes pas toujours très expérimentés. D'ailleurs, celui de ce film, je crois, fait deux ou trois autres scénarios. Et du coup, la cohérence de son œuvre va se construire dans les choix des sujets qu'il traite. Et on retrouve ce lit clairement dans des thématiques qu'il a beaucoup abordées autour de sa carrière. Et pour moi, il y a un aspect dont on a déjà un peu parlé, qui est le questionnement de l'héroïsme. Et qu'est-ce que doit être un héros? Qu'est-ce qui différencie un héros d'un salopard, finalement? Et ce qui est assez intéressant dans la construction du film, et je trouve que c'est peut-être pour moi l'aspect le plus intéressant de ce livre, c'est que finalement, sur ce sujet, avant de voir le film, c'est pas évident, même 1h30, de tenir 1h30 sur cet événement qu'est l'amérissage d'un avion. Et d'abord, il y a effectivement une construction que je trouve pour le coup assez brillante et assez bien pensée, et qui permet surtout de traiter ce sujet pendant tout le film, à moins de bien connaître l'histoire et de savoir, enfin ce qui n'était pas en tout cas mon cas, de savoir quels avaient été les résultats de l'enquête. On peut se dire, même, en tout cas se dire, et s'il avait pris la mauvaise décision, voire même il y a certains éléments de l'intrigue qui font penser à peut-être qu'il a voulu trop jouer au héros pour son intérêt personnel. Et ça, c'est une thématique, le héros ou le salaud, ou qu'est-ce que l'héroïsme? Ça revient dans Mémoire de nos pères, dans Grand Torino, dans Un monde parfait. C'est aussi, à mon avis, un sujet qui l'a beaucoup concerné avant même qu'il soit cinéaste, avec L'inspecteur Harry, qui était vraiment l'archétype de cette question-là. Et on arrive, à mon avis, à une sorte de définition de l'héroïsme à la Clint Eastwood, qui est un héroïsme des tripes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que son dernier film en tant qu'acteur, qui est pour le coup pas terrible, c'est un film sur le baseball qui s'appelle Une nouvelle chance, arrivait 1 an après un autre film sur le baseball, il s'appelle Moneyball en anglais. Le stratège. Le stratège de Bette Midler. En français, et le programme du stratège était de décrire l'évolution du baseball, et dans laquelle les statistiques et la raison remplacent les tripes. Et le film dans lequel joue Clint Eastwood, qui sera peut-être d'ailleurs le dernier film dans lequel on l'aura vu jouer, est un film qui prend le parti opposé, qui au fond, les bonnes tripes et le guts feeling est quelque chose d'essentiel dans l'humanité. C'est son fonctionnement de cinéaste. Hein. Exactement. Et voilà, essayer d'aller raconter ça. Pour moi, et son programme sur vraiment beaucoup de ses films, et ça rejoint vraiment ce que tu disais, Stéphane, au début. C'est peut-être moins polémique dans ce film, où au final, de toute façon, la raison de ce lit est prouvée. À partir du moment où il a sauvé les 155 personnes qui étaient à bord de son par rapport à celle d'American Sniper, où là il y a des questions politiques. Le problème d'American Sniper, le problème du personnage d'American Sniper, c'est que la personne qui a existé, il y a beaucoup de choses à remettre en question, notamment déjà dans son livre, dans son autobiographie, dans la façon dont c'est traité dans le film, parce qu'il y a beaucoup de mensonges même par rapport à l'autobiographie dans le film, mais parce qu'on est dans un film. C'est-à-dire qu'on a décidé à un moment donné de donner une raison.
Là où je te reprends ce que tu dis aussi sur l'héroïsme, c'est qu'un mec comme Eastwood, c'est le All American Hero, c'est une vedette, enfin c'est genre en gros une légende évidente du cinéma américain. Plus personne ne remettra, à mon avis, en question son héritage quand il sera mort. Là, on le fait aujourd'hui parce qu'effectivement, il a ces moments où il passe à la télé et puis il se fout de la gueule d'Obama avec une chaise ou je sais pas quelle connerie. C'était à la convention républicaine. Voilà, donc bref. Ou alors il dit oui, je vais voter pour Trump parce que c'est mieux qu'Hillary Clinton. Peu importe, mais tous ces trucs-là, on s'en fout un peu. Le truc, c'est quand il sera mort, on n'en parlera plus. Et le truc, c'est qu'il restera son cinéma. Le truc, c'est que c'est un héros évident, c'est un monolithe. Le mec, il est comme ça. Et justement, en fait, c'est à son avantage, justement, qu'à l'époque, dans les années 70, 80, il a décidé de briser un peu aussi ça, en fait, de montrer un peu dans l'inspecteur Harry les choses qui étaient, par exemple, à remettre en question. C'est-à-dire qu'à l'époque du premier inspecteur Harry, on disait de lui, c'est un faf au milieu des hippies, etc., etc. Et en fait, quand il faisait Magnum Force, la raison, c'était de dire, vous m'avez mal compris, quand il s'opposait le personnage justement à des vrais fascistes dans la suite. C'était une manière de dire, vous avez mal compris mon personnage. Je veux dire, j'ai le droit à l'ambiguïté. À une collectivité de fascistes. Voilà. Non, mais c'est solitaire. Voilà. Alors que non, mais le truc, c'est que c'est le droit à l'ambiguïté. Et le truc, c'est que les personnages de Sully, pour le coup, parce qu'on te montre l'acte dès le début, lui ne se remet pas du tout en question à la base. C'est-à-dire que tous les événements, en fait, où on voit comment il se remet en question quand on le remet en question. Quand justement le bureau lui dit, mais vous auriez pu faire autre chose. Et là, il se dit merde. Ah bon ? Mais sinon, en fait, le boulot est fait. Et toute l'idée, c'est de montrer, par exemple, quand on le montre justement plus jeune, en train de faire certains trucs, pareil, c'est le gut feeling dont tu parles, en fait. C'est-à-dire que l'idée de faire ça avec les tripes, ça marche. En fait, à chaque fois, il s'est jamais planté, en fait. C'est ça le truc, parce qu'il a toujours fait son boulot et son expérience lui démontre qu'il est capable de le faire. C'est ce que montre le film. Et effectivement, le truc sur l'aspect anti-bureaucratique du film. Et effectivement, là, moi, je rigolais avec David justement quand on est sorti du film. Je disais, tu vas voir qu'il y a des gens qui vont dire que c'est un film de libertarien anti-bureaucrate. Non, mais ça a été le cas dans la presse américaine et anglaise, oui. Moi, j'avais pas suivi ça, mais le truc, c'est que ce qui est assez amusant finalement, c'est que moi, je trouve que ça passe comme une lettre à la. Tu le vois la thématique, mais ça passe comme ça en fait. C'est un mec qui croit à l'individu en fait. Ouais, c'est bien ça. sûr. Ah oui, c'est totalement un individualiste. Et les ennemis, c'est des groupes. C'est une collectivité régie par des règles en dehors qui dépassent ça. Quoi. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, je pense dans ses meilleurs films, c'est justement cette ambiguïté qui permet à la fois, à mon avis, au camp plutôt républicain ou au camp plutôt démocrate d'y voir ce qu'ils veulent. Et donc les démocrates vont dire c'est un grand film humaniste, peut-être dans celui-là ou à l'époque dans Mémoire de nos pères. Ouais. Certains de ces films ont moins cette ambiguïté, cette réussite. Et effectivement, voilà, Un monde parfait, c'est un exemple typique du film où je pense les deux camps ils voient ce qu'ils veulent y voir. Quoi. Tout à fait. Pour conclure, messieurs, on a dit beaucoup de choses, c'était très bien. Quelques minutes quand même pour les habituelles recommandations, si possible, autour de l'univers d'Eastwood, même si on en a déjà beaucoup parlé, mais vous faites comme vous voulez. Tiens, Rafik pour commencer. J'espère ne pas voler le film de quelqu'un d'autre. Je pense à toi, Stéphane. C'est le jeu. C'est le jeu dans cette émission. Va le faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais voilà, il est passé récemment sur Arte. C'est Les Proies de Don Siegel qui reste. Bien joué. Qui reste malgré les années un Eastwood méconnu, et c'est incompréhensible parce que c'est peut-être un des sommets de sa carrière et de la carrière de Don Siegel, et voilà, qui a été fait en pleine tempête féministe aux États-Unis. Et c'est très 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 intéressant de voir ce que un républicain, voilà, libertarien, bien de droite comme Eastwood pouvait faire d'incroyablement pertinent et progressiste sur la question à l'époque. Donc voilà, c'est l'histoire d'un soldat de la sécession qui a déserté et qui se réfugie dans une propriété où il n'y a que des femmes. Il devient le seul homme. Un de jeunes femmes, ouais. Voilà, le seul homme au milieu de ces femmes, avec l'ambition de les utiliser à son compte. Mais voilà. J'en raconte pas plus. Pas la fin. Voilà. Raconte pas la suite. Stéphane, je te laisse réfléchir à une autre. Non, c'est bon, t'en as une autre. En fait, j'allais dire, c'est pas aussi évident comme film, mais je trouve que c'est quand même un film qui fonctionne. C'est ton tout premier film de réalisateur, c'est Un frisson dans la nuit, qui a initié, qui est plus ou moins donné l'idée à la Liaison fatale. Je pense que les gens connaissent la version ratée, c'est-à-dire Liaison fatale. C'est l'histoire c'est Eastwood qui joue le rôle principal. C'est l'histoire d'un DJ en fait qui reçoit, qui est harcelé par une auditrice et qui cherche à s'en débarrasser, et c'est une furie. C'est pas aussi radical que Les Proies. C'est un peu dans le même sujet. Ceci dit, c'est un film qui fonctionne, moi je trouve très très bien en termes de mise en scène. On lui accorde pas trop ça parce que c'est justement son tout premier film, et il a fait évidemment beaucoup mieux depuis. Mais redécouvrir le film aujourd'hui, parce qu'ils sont tous sortis aussi en Blu-ray, tous ces films-là, tous ces premiers films, c'est les films Universal de Eastwood, parce que
historiquement, Eastwood est chez Warner. Hein. La plupart de ses films sont chez Warner, mais il a fait quelques films dans les années 70 chez Universal, dont ceux-là, Les Proies et Un frisson dans la nuit. Et à le revoir aujourd'hui, en fait, c'est un film qui fonctionne quand même très très bien sur la pure mise en scène. C'est-à-dire, c'est pas de la mise en scène, ce que j'appellerais de la mise en scène Hitchcockienne, quoi. C'est-à-dire vraiment conceptuel dans l'idée de mener le suspense. Mais c'est encore une fois un film qui file droit, qui fonctionne très bien. Et du coup, le suspense découle vraiment de la bonne compréhension de ce qui est en train de se tramer dans l'histoire, quoi. Donc j'en dis pas plus. Mais c'est vraiment un film, même quand on le revoit 45 ans après, qui, je trouve, fonctionne assez bien sur ce point-là, quoi, et démontrait déjà les capacités du jeune acteur Eastwood qui est devenu réalisateur, quoi. David. Moi, je vais m'éloigner d'Eastwood, mais je vais rester dans l'aviation, dans l'héroïsme et puis dans le classique. C'est pour le coup un grand classique, c'est Seuls les anges ont des ailes de Howard Hawks, qui est un film sur le... On est tous d'accord. Qui est de 1939, je pense vraiment pas beaucoup vieilli en fait, qui est sur les pionniers de l'aviation, comment on dit, l'aviation postale. Et c'est avec Cary Grant, c'est magnifique. C'est vrai. Avec un travail sur la figure du héros qui est exceptionnel, justement, par rapport à ce que disait Stéphane, où le héros du film est le seul à ne pas faire d'exploit, à ne jamais rien faire d'exceptionnel, mais pourtant il est évident pour le public que le héros, c'est lui. Julien. Alors, j'ai pas de super reco. Je peux peut-être vous citer Fox, l'arme absolue, un autre film sur l'aviation de Clint Eastwood qui n'est pas son meilleur film, mais qui est sympa et qui... c'est marrant de citer ce film-là, je trouve, parce que je parlais tout à l'heure des caméras IMAX, c'est un truc dont on parle pas souvent chez Eastwood, mais il y avait déjà une perception de la technologie cinématographique assez intéressante dans le film et qui fonctionne. Voilà, ça ne restera pas à la postérité quand il passera l'arme à gauche. Je suis pas sûr et certain que tout le monde cite ça. Voilà, c'est ça. Mais tout sera là. Mais Stéphane sera là pour faire vivre la mémoire de Clint. Merci à tous les quatre. Merci messieurs. Notre temps est écoulé. Merci à Jules à la technique. Merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Nosciné.com, notre site internet pour retrouver toutes nos anciennes émissions. Binge.audio pour toutes les infos sur notre réseau de podcasts. C'est pas facile à dire, Binge Audio. Et puis pour vous inscrire aussi pour venir assister à nos enregistrements. Puis il y a aussi les réseaux sociaux, tant qu'à faire, pour nous laisser des commentaires, des messages qu'on lit à chaque fois avec grand plaisir. Puis en attendant tout ça, on vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.